Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour parler dans ce petit post d'une question précise, la question de savoir comment le mythe peut nous guider, comment le mythe peut nous éclairer. Euh, Vous savez, je le répète très souvent, hein, en platonicien, hein, le mythe peut nous sauver si nous y accordons foi, disait Platon. Le mythe peut nous sauver si nous y accordons foi. Euh, bon, difficile d'accorder sa foi à un mythe pour nous, modernes, qui vivons dans une société, je dirais, relativement hostile à la pensée symbolique, à la pensée diurne, à la sagesse initiatique, à la tradition primordiale. Nous vivons dans une société matérialiste et rationaliste. Donc, difficile pour nous de trouver des maîtres, hein, qu'on appartienne ou pas d'ailleurs à une institution religieuse, philosophique ou spirituelle, difficile de se fier à un maître. Euh, donc, je propose évidemment d'en revenir au mythe comme un maître, à condition de trouver en soi la foi de l'écouter. Mais cette foi qui est fragile chez nous autres modernes, qui est relativement faible, on peut essayer de la soutenir par un argument rationnel. Et c'est cet argument que je vous propose ici dans cette vidéo. Comment reconnaître, hein, la valeur initiatique d'un mythe? Comment reconnaître qu'il est un petit peu plus qu'une historiette faite pour divertir les enfants, hein? Je crois que quand le mythe veut nous dire quelque chose, il le souligne, hein. Il le souligne par des procédés qu'on peut retrouver dans le mythe d'une autre tradition culturelle. Je crois que, si vous écoutez bien les posts que j'ai fait par exemple récemment sur Eros et Psyché, vous entendez que je fais souvent des comparaisons avec la Bible, en l'occurrence, hein, pour ce qui est du mythe d'Eros et de Psyché. Peut-être que certains, surtout si vous avez une culture universitaire, peut-être que certains trouveront ça bizarre, parce que on n'aime pas beaucoup ça à l'université, hein, cette manière de pratiquer le comparatisme qui tend à dire, si vous voulez, et moi je le dis vraiment explicitement, qu'il y a quelque chose de commun, hein, par exemple, entre les mythes grecs et les mythes sémitiques. Et je dirais même qu'il y a quelque chose de commun entre tous les mythes du monde entier. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup dans le comparatisme universitaire, parce que ça fait un peu soupe, hein, ça fait un petit peu confusion, et la sagesse universitaire, hein, si tant est qu'on puisse parler de sagesse, en tout cas la méthode universitaire veut qu'on aille plutôt dans le sens d'une différenciation, d'une distinction, quitte à tendre un petit peu trop les oppositions. Bon, c'est exactement le contraire que je fais dans l'esprit de ce qu'on appelle depuis Leibniz la philosophia perennis, ou ce qu'on appelle avec René Guénon la tradition primordiale. Et c'est l'idée, si vous voulez, que les idées les plus profondes, les difficultés les plus profondes, les problèmes les plus profonds qui sont au cœur de l'être humain ont été formulés mutatis mutandis par toutes les grandes sagesses du monde. Par conséquent, ces problèmes, ces questions, on va les retrouver en Chine, en Afrique, au Proche-Orient, en Grèce, hein, formulés avec des variations culturelles bien compréhensibles, mais sur une base de problèmes qui sont universels. Alors comment est-ce que je peux donc savoir que j'ai mis le doigt sur un problème universel, un problème qui mérite de me concentrer, de me ressaisir et d'y regarder de plus près? Eh bien, c'est la répétition, la capacité pour moi à reconnaître, hein, une structure élémentaire et essentielle du mythe,
dans différentes traditions. Et c'est ce que je fais par ce jeu du comparatisme, d'une espèce de comparatisme un petit peu, donc encore une fois, étonnant pour les universitaires, hein, comparatisme anti-universitaire, mais ce n'est pas pour provoquer les universitaires que je le fais parce que je crois que c'est, encore une fois, la capacité à reconnaître les structures élémentaires essentielles d'un mythe, dans différentes cultures, dans différentes traditions, qui m'assure que je suis probablement en train de toucher à quelque chose d'essentiel dans ce mythe. Voilà un petit peu l'argument rationnel, si tant est qu'il ait besoin d'un peu de rationalité pour soutenir sa foi dans une pratique initiatique des mythes. Voilà donc l'argument rationnel que je soumets à votre réflexion. Si vous reconnaissez une répétition, si vous identifiez quelque chose qui se répète entre différents mythes, de différentes traditions, c'est que vous êtes probablement en train de toucher à quelque chose d'essentiel. Voilà. Je dirais, petit aparté, que c'est un petit peu la même chose dans la vie. Quand dans la vie, nous sommes tous des erreurs, mais quand nous identifions, à travers des situations différentes, un même problème qui tend à se répéter, une même structure d'anomalie, eh bien, c'est probablement que là, nous sommes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel, que la vie essaie de nous dire. La répétition est un instrument heuristique. Heuristique, ça veut dire que ça nous aide à chercher. Un instrument pédagogique. Ça veut dire que c'est une manière, pour les mythes ou pour la vie, de nous interpeller, de nous prendre par la main pour nous amener à voir quelque chose qui est important à voir. Quelque chose qui doit être regardé de plus près, qui doit être accueilli, regardé de plus près pour pouvoir le traverser et renaître à un plan de conscience, à un niveau de conscience un petit peu plus haut. Voilà, j'espère que cette méditation sur les mythes, les mythèmes et les répétitions, et l'argument de la répétition peut peut-être apporter quelque chose à votre méthodologie, à notre méthodologie de cherchants individuels. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.